Bonjour David, Bonjour Christine. donc tu es le président du MOSCI. Est-ce que tu peux présenter aux lecteurs de Riposte laïque et aux adhérents de Résistance républicaine ton association? Alors, le Mouvement Suisse contre l'islamisation, c'est une association qui a été créée le 27 juillet 2007. Ça fait donc maintenant 5 ans que nous existons. Au début, c'était 5 personnes qui sont réunies autour d'une table pour essayer de poser des jalons de l'association. Et aujourd'hui, on compte un nombre de membres avoisinant les 200 et un nombre de sympathisants avoisinant les 300. Donc, en 5 ans, on a eu l'occasion de croître. On aurait pu faire plus de membres, mais nous préférons toujours privilégier la qualité sur la quantité des membres. Et puis bon, il faut savoir que parfois certaines personnes sont un petit peu frileuses à adhérer à une association qui a des buts tels que la nôtre. Est-ce que tu veux dire quels sont ces buts justement? Alors le but du mouvement suisse contre l'islamisation est expliqué déjà par le titre de l'association, c'est lutter contre l'islamisation, c'est-à-dire le phénomène d'application de la charia et le djihad en général sous toutes ses formes, parce que le djihad ça peut autant être un djihad armé qu'un djihad qui se mène par l'action politique, par le contact interindividuel et par le communautarisme. Et c'est surtout sous ces dernières formes qu'il est redoutable et que le combat que nous menons est justifié. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on dit le MOSCI et non pas le MOSSI? Est-ce qu'il y a une petite... Il paraît qu'il y a une petite histoire là-dessus. Oui, alors bon, ça avait été un débat de savoir si on disait MOSSI, ce qui aurait été au niveau du français peut-être un petit peu plus juste si on disait de la manière suivante, ou MOSCI, ce qui serait revenu au fait à la prononciation mettant un point entre chaque lettre. Et on est arrivé à la conclusion que MOSCI était plus intéressant parce que ça fait un petit jeu de mots par rapport au terme mosquée en anglais particulier. D'accord. Alors il y a 3 ans bientôt, la Suisse a défrayé la chronique à travers la votation sur les minarets. Est-ce que tu peux nous dire 3 ans plus tard, quel bilan tu tires de cette votation et surtout si tu sens que ça a été décisif et que le rapport de force a changé, qu'après cette votation, les Suisses ont pris une plus grande conscience du danger qui les guettait? Alors bon, il y a plusieurs aspects de la chose. Les gens n'ont pas nécessairement voté pour l'interdiction des minarets en sachant véritablement quelle était l'idéologie qui se cachait derrière. Il y a plusieurs éléments dans cette votation qu'il faut relever. Tout d'abord, un total échec de l'establishment, il faut le dire. Les sondages jusqu'à peu de temps avant la votation annonçaient un échec de cette votation. C'est finalement assez rare qu'une initiative populaire passe en Suisse. On n'en a pas beaucoup qui passent la rampe, il y en a beaucoup qui passent aux votations mais qui sont acceptés par le peuple et les cantons. C'est une chose qui est encore assez rare. Et puis cette votation a justement permis d'établir que les Suisses n'étaient pas nécessairement pour l'islamisation, peut-être dans un sens plus populaire que l'islamisation en connaissance de cause de ce qu'est la charia, etc. Mais en tout cas, une chose a été claire, c'est que les Suisses ne voulaient pas voir s'implémenter ce symbole de conquête, et ça je crois qu'ils ont bien compris ça sous cet angle-là, qu'est le minaret. Est-ce que les Suisses ont été heurtés par un petit peu la condamnation générale qu'il y a eu de la part de toutes les élites, sans doute suisses, mais également européennes par rapport à ce vote? Par exemple, en France, Libération a titré le vote de la honte. Est-ce que les Suisses ont été blessés par ces caractérisations? Je n'aurais pas la prétention de parler pour tous les Suisses, bien entendu, mais je pense que c'est en effet assez agaçant de voir que, je parle là pour moi, c'est en effet assez agaçant de voir que certaines votations qui sont d'une certaine manière fort critiquables sont tout à fait acceptées par les autorités et par les médias, dont notamment la dernière initiative Franz Weber qui a passé à très peu de toute petite majorité, 50,1%. Et celle-ci, par contre, elle a fait des remues absolument inouïes. Et en ce sens-là, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir à quel point elle est critiquée au niveau international. C'est peut-être une méconnaissance de la démocratie directe telle qu'elle s'applique en Suisse, qui est pour moi la meilleure expression de la démocratie telle qu'on devrait l'entendre. Alors justement, parlons-en de cette démocratie directe dans une période où notamment en France, on va probablement faire voter le mécanisme européen de stabilité sans passer du tout par un référendum. Est-ce que tu mesures la spécificité suisse et est-ce que tu fais un rapport entre le fait que vous êtes le seul peuple qui est aussi souvent consulté? Oscar Feusinger à Paris disait que les Suisses en une année votaient plus que les Français dans toute leur vie. Est-ce que tu es conscient qu'il y a un petit peu ce parallèle entre ça et le fait que vous êtes les seuls
qui faites des périodes militaires assez longues et à qui on autorise d'avoir un fusil chez vous. Si vous n'avez pas l'impression que vous avez un gouvernement quelque part qui, de par votre histoire, fait confiance à son peuple et que vous êtes une exception européenne. Pour savoir institutionnellement parlant, la Suisse est difficilement comparable à la France. Tu connais bien le jacobinisme. La Suisse ce n'est absolument pas le même mode de gouvernement, le même mode de réflexion politique. On a avant tout un État qui s'est fondé sur base de différents cantons qui se sont unis. Et sur cette base-là, justement, s'est créé l'État fédéral, mais qui au début n'avait absolument aucun pouvoir. Je pense quand même qu'on a l'avantage en Suisse d'avoir une forme de confiance au peuple qui est tente à disparaître, hélas, dans de nombreux pays. Sur la question de l'arme à domicile, par contre, je précise quand même qu'il y a peu de temps maintenant, il n'y a plus de munitions à domicile, et puis que c'est encore un sujet qui fait rage, hein, la question de l'arme à domicile. Mais jusqu'en 1992, on n'avait pas de législation sur les armes, et il n'y avait pas des morts à tous les coins de rue non plus. Donc, mis à part l'opinion du Mosquée, qui est absolument indépendante de ça, je considère que la question de restreindre la liberté d'avoir une arme chez soi est un gros problème. Puis on pourra dire qu'il y a quand même un petit lien avec le problème d'islamisation, parce que quiconque peut être cible de menaces terroristes doit pouvoir être en mesure de répliquer à cette menace en temps réel. On sait combien de temps met la police pour être sur place, et c'est rarement pour faire autre chose que pour faire un constat de décès. Alors justement, tu as écrit un livre, Vérité sur l'islam. Peux-tu nous dire d'abord qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre et qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à beaucoup d'autres ouvrages qui ont déjà été écrits sur la question? Donc ce livre-là qui parle. Ben voilà. Oui, que Riposte Laïque a eu le plaisir de proposer à la vente à ses lecteurs. Alors le but de ce livre, parce qu'il a une petite histoire, c'était d'abord de faire une plateforme de formation interne pour les membres du Mosquée, avoir accès au fait à une information quand même extrêmement vaste sur la problématique de l'islamisation, comprendre comment ça fonctionne, comprendre ses enjeux, et ceci d'une manière documentée et scientifique. Après, de fil en aiguille, bien entendu, est venu un autre but qui était aussi une information générale, qui est venue se greffer là-dessus. La direction dans laquelle a été visée la rédaction, c'était surtout une direction de compréhension générale du phénomène d'islamisation. Il existe beaucoup de livres sur ce sujet-là, des très bons livres, hein, bien entendu, mais qui ne permettent pas toujours nécessairement d'avoir une vision globale de la problématique. Et ce que je cherchais à apporter avec ce livre-là, c'est avoir une vision globale de la problématique, avec une première partie qui parle de ce qu'est l'islam, les fondements doctrinaux, la théologie, si l'on peut s'exprimer ainsi, islamique, comment s'articule la charia, comment il se développe, le djihad, enfin certains concepts de base de l'idéologie de l'islamisation. Une deuxième partie avec des chapitres choisis, je parle en particulier notamment des finances islamiques, qui est un sujet souvent méconnu, et on peut même voir qu'en France, avec les votations qu'il y a eu au sujet des finances islamiques, beaucoup méconnaissaient le problème qui vient se cacher derrière ces finances islamiques, y compris même un problème de cohérence avec le système légal en général, hein. Je pense notamment au financement du terrorisme, mais il n'y a pas que ça. Et puis la troisième partie, c'est une partie qui parle plutôt de l'aspect concret de l'islamisation au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment se mène le djihad, la problématique de la dynamique qu'on peut voir à l'Organisation des Nations Unies, avec l'organisation de la conférence islamique qui fait régulièrement passer ses résolutions sur la diffamation des religions, et puis quelques pistes de solutions possibles, notamment celles que nous prônons depuis la création du Mosquée, l'application du principe de précaution à l'extrémisme religieux. Bien, alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du rapport entre immigration et islamisation en Suisse? Parce que nous en souffrons énormément en France, nous dénonçons le rapport qu'il y a entre. Alors bon, ce qu'il faut savoir déjà de base, c'est que la Suisse n'a pas les mêmes problèmes et la même origine de l'immigration musulmane. Il n'y a pas eu de colonie en Suisse, ce qui a déjà permis d'éviter d'avoir ce problème qui vient avec. Bien entendu, comme toi Christine, je considère que l'islam et l'immigration ne sont pas des sujets directement liés. On peut avoir une immigration de Chinois, ça ne posera pas les problèmes que ça pose avec l'islam. On est tout à fait d'accord sur ce plan-là. Le problème, en fait, c'est l'opportunité qu'a une idéologie à s'implanter sur un territoire. Et l'épiage mutuel
qui va avec la ghettoisation des musulmans. Et en France, justement, il y a cette problématique-là, qu'il y a des banlieues avec une concentration énorme de musulmans, et autour de quoi est-ce que ces gens se réglementent? C'est triste à dire, mais ça se réglemente autour de la charia. C'est les mosquées qui prennent le relais sur la police, parce qu'on est dans un état où la police, qui devrait légalement faire régner l'ordre, ne vient plus dans ces banlieues, parce que la sécurité des agents en dépend. Et résultat des courses, c'est les mosquées qui finissent par remplacer l'État. C'est ce qu'on appelle une forme de proto-État. Et en Suisse, on n'a pas ce problème. En Suisse, enfin, on n'a pas ce problème dans la même mesure, disons plutôt. On a certains quartiers avec une population musulmane plus élevée que d'autres, notamment à Bâle, où on voit parfois ce petit problème arriver. Il y a quelques quartiers aussi à Zurich, à ma connaissance, qui posent ce problème-là. Mais on n'a pas vraiment cette ghettoisation. Le problème, par contre, c'est l'activisme quand même des mosquées. Sans cette problématique de ghettoisation, il y a une ghettoisation qui peut être sociale, c'est-à-dire une volonté de non-intégration, une volonté de repli communautaire, même si elle n'est pas géographique, elle peut être sociale. Et de nombreuses mosquées s'activent en Suisse aussi dans cette direction-là. On citera notamment le Centre islamique de Lausanne, que nous avons poursuivi, enfin nous avons fait une dénonciation pénale à l'encontre de leur imam, Wafak Al-Rifai, qui appelle à de nombreux comportements illégaux, participation au terrorisme, couper la main des voleurs, battre les enfants qui refusent de faire la prière, en insistant sur le fait que c'est un devoir du musulman de le faire, tuer ceux qui, une fois adultes, refusent de faire la prière, etc. etc. Je ne vais pas vous faire la liste complète, il suffit d'aller voir sur notre site internet. Merci David pour toutes ces pistes, pour mieux comprendre la Suisse et mieux comprendre l'islam. Merci Christine.